Alors, petit quiz. Qu'est-ce que One Direction, BTS, Harry Styles ont en commun? Ah, c'est la petite musique un peu de pause dans un grand jeu télé. Je vais vous donner la réponse. En dehors du fait que ces trois phénomènes mondiaux, on peut dire que un des points communs principaux qu'ils ont, c'est que leur public est majoritairement féminin. Et dans la culture occidentale, moi j'ai souvent quand même l'impression que ça suffit pour que l'artiste il soit considéré comme un produit, juste purement produit marketing, que le public il soit traité un peu d'idiot, et que la musique elle soit vue comme pas sérieuse. J'aimerais bien même appeler ça la malédiction des fandoms féminines, tu vois. C'est une espèce de malédiction, et cette malédiction elle est très 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 vieille, j'ai réalisé. Et comment j'ai découvert que cette malédiction des fandoms féminins était super vieille, c'est grâce à ce livre, que vous voyez sans doute pas, ça doit s'afficher à l'envers, mais c'est un livre de Sophie Bénard. Le titre c'est Splendeur et misère des groupies. C'est une journaliste, une critique littéraire notamment. Et dans ce livre, elle s'attache à définir la groupie déjà, et à retrouver toutes les formes de groupies qu'il y a eu dans l'histoire, et à comment de tout temps elles ont été démolies. Voilà, voilà. Et du coup, dans ce livre qui est assez documenté, on retrouve vraiment l'idée que souvent les filles qui sont passionnées, elles sont associées à des caractères d'hystériques, de folles, d'influençables, de choses comme ça. Et il y a un moment, assez tôt dans le livre, que j'ai beaucoup aimé et que je voulais citer, on a Sophie Bénard qui dit que cette image qu'on associe au groupie, ça l'a empêché de vivre pleinement, entre guillemets, ses passions. Elle nous dit je ne me le suis jamais autorisé. L'activité de groupie me semblait absolument incompatible avec l'identité que je m'attachais à construire, celle d'une intellectuelle plus ou moins distinguée. Impossible alors d'écouter la musique si mainstream d'une jeune femme mature. Impossible de s'adonner à des activités de très jeunes femmes, d'une féministe. Impossible d'admirer ou de désirer si fort des hommes. Les préjugés tenaces qui poursuivaient les groupies m'ont donc empêché de profiter des occasions qui s'offraient à moi. Guess who's back, 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 back again. Bon, oui, quelques heures sont passées, je suis de retour. De retour pourquoi? Parce que on adore. J'ai eu un problème d'enregistrement, donc j'ai perdu quasi toutes mes datas. Oh non! On reprend notre partie en parlant du coup des groupies dans le temps. Et on va commencer avec les groupies de la Rome antique. Pas besoin de faire des mauvaises blagues parce que je suis antillaise en mode Rome, antique et tout ça. Ça marche pas ici. On est très sérieux. On parle sociologie. On reste concentré. Focus. Donc du coup, dans la Rome antique, on avait déjà des chroniqueurs qui nous racontaient que des femmes, souvent de classe élevée, s'extasiaient ou s'évanouissaient devant des gladiateurs. On a même retrouvé un graffiti sur un gladiateur qui s'appelait Céladus de Thrace, surnommé le soupir des filles. Et les chroniqueurs de l'époque, ils étaient complètement atterrés, évidemment. Quelle indignité. Du coup, on a Juvénal qui nous dit dans Satire 6. Que nous dit-il? Que nous dit-il? Et Pia qu'a-t-elle donc vu pour accepter d'être appelée la femme d'un gladiateur? Car Sergiolus avait déjà commencé à se faire raser la gorge, espérer un peu de repos après s'être ouvert le bras. Et puis il y avait tant de choses laides sur son visage, le front usé par le casque, un nez énorme, bossu au milieu, et le mal aigu d'un œil qui coulait sans cesse. Mais c'était un gladiateur. Voilà ce qui les transforme en hyacinthe. Notre Juvénal, il est en crise de nerfs parce que Épia s'est barré avec un gladiateur borgne et moche, et du coup il nous dit que son choix est totalement irrationnel, incompréhensible. Et donc Juvénal, très frustré, nous fait sa petite chronique mondaine de l'époque. Et nous on va se demander en 2025, mais pourquoi Juvénal était-il si scandalisé, Juvénal et plein d'autres personnes à l'époque? Pourquoi jouer du piano debout, ça vous dérange? Pourquoi aimer des gladiateurs, ça vous dérange? Il faut se rappeler du coup que dans la période de la Rome antique, les gladiateurs ils avaient souvent un statut social inférieur. Ils n'étaient pas considérés comme des citoyens, donc des personnes qui payaient un impôt et qui pouvaient voter, des vrais citoyens romains quoi. Et du coup, ils vivaient également en dehors, ou en tout cas, ils échappaient aux normes sociales super strictes qui étaient imposées aux classes respectables des citoyens. A l'inverse, on a la femme romaine qui vivait dans un cadre ultra strict. Donc il y avait un contrôle du mariage, de la sexualité, de ses déplacements et de son comportement en public. Dans n'importe quelle série romantique, on vous dirait que tout séparait ces deux acteurs, et pourtant, quoi? Et pourtant, dans ce contexte ultra normatif, moi je pense que les gladiateurs, ils représentaient sans doute pour les femmes romaines un espace de liberté un peu paradoxal, parce que l'endroit où les gladiateurs exerçaient dans les arènes, du coup, leur corps était visible,
la violence et le désir c'était admis, et du coup les règles très contraignantes des romaines, d'une certaine façon, ne s'appliquaient plus. Et donc, pour moi, on peut se dire finalement que la passion des femmes romaines, c'était pas juste des crushs un peu isolés pour des mecs très bien gaulés. Waouh. Non, pas de superficialité ici. C'était potentiellement une façon de fantasmer un monde moins contraint, un monde un peu plus libre que celui qu'elles expérimentaient au quotidien. Et ça, évidemment, ça dérange. Et ça ne plaisait ni à Juvénal, ni finalement à la société masculine qui dominait cette période. Exactement comme Elvis the Pelvis, bien plus tard. Pourquoi je dis Elvis the Pelvis? Parce que c'est le surnom que lui donnaient ses détracteurs. Pourquoi? Parce qu'il avait ce petit déhanché. Vous savez, le petit déhanché. Attendez, je le fais. Bon, ok, enfin bref, vous avez compris la DA un peu. Et donc en fait, ouais, je suis essoufflée de ouf. Ouais, je fais de la course à pied, mais j'ai aucun cardio. Ça, c'est un funny fact à savoir sur moi. Donc, effectivement, on a ce schéma que je viens de vous décrire dans la Rome antique. On le retrouve finalement au XXe siècle avec Elvis Presley. On a des adolescentes américaines des années 50 qui vivent sous des normes puritaines super strictes. Donc, notamment, pas de sexe avant le mariage, typiquement. Il y a une morale chrétienne qui est très très forte, qui est omniprésente. Et il y a un contrôle social qui est intense. Et là, d'un coup, on a Elvis qui arrive avec son rock qui est ouvertement sexuel, avec un déhanché surnommé The Pelvis Cause Dab Dab Dua. Non, je le refais pas. Non, si, quand même, c'est trop tentant. Et on a aussi, évidemment, les influences musicales des Noirs américains que Elvis a largement emprunté dans une Amérique, du coup, qui était clairement raciste. Il y avait d'ailleurs encore la ségrégation. Bon, normalement, vous savez ce qu'est la ségrégation, je suppose, mais au cas où, notamment dans le sud des États-Unis, entre 1877 et les années 60, je crois, jusqu'à 1964, la ségrégation, c'est une politique raciale extrêmement stricte qui sépare des populations suivant leur couleur de peau, on dira du coup. Par exemple, vous avez eu des histoires comme les Noirs et les Blancs, ils étaient séparés littéralement pour aller aux toilettes. Il y avait des toilettes pour les personnes noires et des toilettes pour les personnes qui étaient blanches, tout simplement. Du coup, quand on a ça en tête, on comprend assez facilement que être fan d'Elvis, c'était pas juste avoir un poster dans sa chambre, c'était aussi un petit acte de transgression. Et pourtant, les médias ont beaucoup dit des femmes fans d'Elvis qu'elles étaient juste incontrôlables et hystériques. It is hero worship of the highest order to the nth degree, and if you have ever seen mass hysteria, that's certainly what you see when Elvis Presley makes an appearance. Et c'est pas très étonnant. C'est plus facile de se moquer de ces jeunes filles, de ces femmes qui regardaient, qui écoutaient Elvis, qui adoraient les gladiateurs, que de s'interroger sur leur enthousiasme, sur ce que cet enthousiasme pouvait dire du monde qui les oppressait. Et ce que je trouve encore plus fort, c'est que, évidemment, si on creuse, en fait, on se rend compte que ce schéma, il s'est reproduit à chaque période. On a eu les Beatles et la Beatlemania. En fait, ils ont beaucoup été portés par des femmes. Ils n'avaient pas l'image qu'on en a maintenant en 2025. Il y avait Elvis, donc Elvis the Pelvis, qui était considéré comme un danger moral pour ces pauvres jeunes bécasses qui l'écoutaient, évidemment. Justin Bieber, pareil, il faisait de la musique pour des gamines. Obviously, of course, je vous rappelle, je suis so-bilingual. On a les One Direction, qui ont été considérés par beaucoup de gens comme juste un produit commercial. On a eu BTS, qui est un groupe pour hystériques apolitiques qui ne comprennent pas les dangers de la K-pop, mais ça, on va y revenir. Pour moi, là, au stade où on en arrive dans la vidéo, c'est le moment où on se dit, est-ce que la musique, finalement, de tous ces gens, c'est vraiment le problème? Moi, je vous le dis, non. La musique, c'est pas le problème. Le problème, c'est le public féminin. C'est nous les femmes qui sommes attaquées, en fait, directement avec toutes ces critiques. Et je vais vous le prouver, notamment avec BTS. Mais pour l'instant, on va parler de One Direction. Baby, you light up the world like nobody else. The way that you slap your hair gets me all. On va voir en commentaire que je suis cringe. Laissez-moi kiffer mon moment, ok? Je parlais de One Direction, pourquoi? Parce que selon moi, ils ont explosé avec un mélange, ils ont explosé en 2010 avec un mélange avec une recette qui était assez Beatlesque. Ils mettaient en avant leur humour anglais,
Le côté camaraderie, ça a été un groupe de 5 garçons qu'on a mis ensemble et qui s'entendaient bien, qui avaient à peu près le même âge, voilà. De tenues coordonnées, et ils avaient cette image de garçons sympas. Ils incarnaient parfaitement l'effet croisé de mépris de classe, de mépris du public féminin et du mépris de la pop. Il faut se rappeler, sur les One Direction, que les 5 garçons qui composaient le groupe, donc Harry, Niall, bien sûr, Liam, paix à son âme, Zayn, voilà, et... oh la honte. Louis, merci les fanfics, on adore, merci. Du coup, il faut se rappeler que ces 5 garçons, ils sortaient d'un télécrochet anglais qui s'appelait X Factor. Et je le redis parce que c'est important, je pense que vraiment c'est quelque chose qui a fait que ça les a rendus illégitimes de rechef pour une partie du public. Parce que les télécrochets, c'est considéré comme un format populaire, au sens popu et peuple, et donc inférieur. C'est ouvertement méprisé, la télé-réalité, les télécrochets, par la plupart des gens qui ne les regardent pas de toute façon. Après, on ajoute à ça un public majoritairement féminin, de la musique pop, un esthétisme assez classique, assez grand public, et donc du coup on a les parfaits ingrédients, la recette, le shaker protéiné pour pouvoir être méprisé par tout le monde dans le plus grand des calmes, en toute tranquillité. C'est pas mal, on dirait pas un slogan de pub. Et on a les ingrédients pour pouvoir être méprisé en toute tranquillité. Et pourquoi c'est vraiment problématique, je trouve, c'est que de 2010 par exemple à 2016, les One Direction, ils ont vendu 70 millions d'albums. 70 millions d'albums, c'est énorme. Et pourtant, on les a beaucoup enfermés dans ce côté groupe de gamines, produits, marketing, musique facile. Quand on a un groupe qui vend 70 millions d'albums, à un moment donné, on est quand même censé, pour bien vivre dans le monde, ne pas se dire « moi, je vis avec 1 million d'imbéciles », mais plutôt « je ne comprends pas. Il y a forcément un truc qui est intéressant qui m'échappe. Soit je passe mon chemin et je suis pas un hater, je passe à autre chose parce que moi j'aime autre chose. Soit j'ai un peu de curiosité intellectuelle et je regarde les paroles, je sais pas, je me documente pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut intéresser les gens. Et d'abord, c'est que les goûts, finalement, sont des dégoûts. Alors ça, j'ai mis beaucoup de temps à le trouver. C'est le dégoût du goût des autres. J'ai essayé de montrer que dans les classements sociaux que nous opérons, quand nous achetons une Mercedes ou une 2 chevaux, quand nous faisons du yoga ou du rugby, tous les choix que nous faisons qui ordinairement sont imputés au goût et aux couleurs, enfin ce sont ces choses que l'on impute au fond à la nature. En fait, je pense que tous ces choix ont leur principe dans la société et dépendent d'une part de notre formation, de notre éducation, de l'ancienneté de notre éducation, de notre milieu, de notre capital scolaire, etc. Et là, on va passer à BTS, à nos kings, non, à nos empereurs. Avec ce petit point sur BTS, on va pouvoir aborder à la fois un côté, toujours ce côté misogyne qui va sous-tendre, qui va être le fil conducteur de toute cette vidéo, si je puis dire, mais également parler de racisme culturel. Donc BTS, c'est un groupe qui a été formé par Big Hit Entertainment, qu'on connaît maintenant sous le nom de HYBE, et à l'époque, chose très importante, c'est que le label est minuscule au moment des débuts de BTS, dans une industrie un peu de la K-pop qui est dominée par les Big Three, on dira, donc SM Entertainment, YG Entertainment et JYP Entertainment. Et en plus de ça, on a des membres qui viennent d'horizons ultra variés. On a des gens qui viennent du rap underground avec RM et Suga, qui avaient leur petite notoriété déjà en tant que rappeur. On a quelqu'un qui a beaucoup pratiqué la danse de rue notamment, avec J-Hope. Et puis t'as des trainees, V et John Cook. On a Jin qui pour le coup a fait des études de cinéma. Alors funny fact, moi j'aime beaucoup quand vous regardez sur la page Wikipédia le rôle des uns et des autres. Pour Jin, je crois que t'as visuel et chanteur, genre visuel. Oui, il est très joli Jin par ailleurs. T'as Jimin qui nous vient de la danse moderne. Il avait fait une école d'art, de danse du coup moderne à Busan. Jimin qui est juste une perfection à voir à danser. Il a une expressivité du corps, ça me fascine. Je vais mettre une petite vidéo, mais rien que pour Jimin, genre vraiment hors sujet total, mais c'est pour Jimin, il mérite au moins ça. I feel like Jimin is not in love with the camera. The camera is in love with him. He's just bringing us into his world in his dance, with this movement, with his face. Yes, hips. Great travel.
Hey! Mais c'est en tout cas au milieu de tout ça que Bang Si-hyuk, le PDG de Big Hit Entertainment, prend une décision assez importante. Il se dit, moi je vais laisser les membres de BTS écrire, coproduire, coécrire une bonne partie des chansons afin qu'ils puissent exprimer leurs propres préoccupations en fait. Je vais donner un exemple concret, un exemple de la chanson No, No, qui est en fait une critique politique qu'ont lancé les membres de BTS avec cette chanson dès le début de leur carrière. Everybody say no. Et donc avec ce titre No, N-O, on est en 2013 et ce titre il est très marrant parce que t'as le côté N-O qui va signifier no d'un côté mais qui va aussi renvoyer de l'autre côté à no offense, une expression un peu hypocrite au fond qu'on met avant une insulte pour la rendre acceptable. Genre, pardon, hein, je veux pas t'offenser, mais je trouve que ta jupe est super moche. Hein. Mais c'est personnel, je veux pas t'offenser. Et je trouve que l'idée, elle est brillante, parce que dans toute la chanson, ils vont dire, d'une certaine façon, sans vouloir vous offenser, votre système est nul. Votre système est dramatique, votre système est cata, et on n'en veut pas. Il est en train de nous tuer, nous les jeunes. Parce que il faut comprendre un truc essentiel. En 2013, quand la chanson, elle sort, ça tape vraiment au cœur d'un problème massif de la société sud-coréenne. On parle quand même d'un pays où le taux de suicide, c'est le plus élevé de tous les pays de l'OCDE. La suicide, waouh, super. Le suicide, c'est la première cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 24 ans. T'as un adolescent sur 4 qui déclarait avoir des symptômes dépressifs sévères. Enfin, c'était la dépression totale, en fait, la Corée du Sud. En plus de ça, t'as des étudiants qui déclaraient étudier en moyenne 13 heures par jour. No life, ça c'est no life, ça c'est pas de vie, 13 heures par jour. Hein. Et 13 heures, j'exagère pas du tout, parce qu'il faut avoir en tête que la majorité des ados en Corée, ils enchaînaient école, révision et cours du soir, jusqu'à souvent 23 heures. Alors pourquoi ils faisaient tout ça? Le but c'était d'intégrer ce qu'on appelle les universités Sky, donc la Séoul National, la Korea Université ou Yonsei, qui étaient considérées comme les meilleures universités coréennes et du coup le seul moyen de survivre socialement. Soit tu avais une de ces universités, ce qui était extrêmement valorisé et tout le monde reconnaissait que tu étais brillant et travailleur, soit c'était un échec et tu étais un loser. Et là, c'est dans ce climat-là que BTS il frappe super fort en fait dans nous. Ils nous disent qui a fait de nous des machines à étudier, c'est numéro 1 ou être en échec. Et sur le système universitaire, le Sky, ils disent belle maison, belle voiture, cela vaudra-t-il dire bonheur? À Séoul jusqu'au Sky, les parents seront-ils heureux? Et là, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, non, c'est pas drôle du tout. Faut que j'arrête de dire c'est marrant à tout bout de champ. C'est une façon de jouer, en fait, sur l'ambivalence de Sky, donc le côté haute école, et Sky, le ciel, au sens la mort. Parce que, encore une fois, le suicide, c'était une réalité omniprésente chez les jeunes coréens et coréennes. Donc on a un discours qui va être absolument explosif pour 2013, dans une industrie où les idoles devaient être assez sages, assez polies, assez apolitiques et souriantes. Autre funny fact, pour le coup, je suis super contente, j'ai eu de la chance, je voulais pas te dire de bêtises, donc j'ai pas mal écouté les podcasts de Marie Army, une fan de BTS qui analyse toutes leurs chansons. Du coup, je lui ai envoyé des messages, elle m'a expliqué que BTS, le nom du groupe, c'était une abréviation. Ouais, c'est pour Bangtan Sonyeondan, qui signifie pare-balles et Boy Scout. Donc un peu le Boy Scout pare-balles. Et elle me redisait que c'était important d'avoir ça en tête parce que BTS, tout au long de leur musique, ils veulent parler aux fans, ils veulent être un gilet pare-balles pour leurs fans et donc dénoncer des choses que leur communauté pourrait rencontrer dans leur vie quotidienne. Et autre fait que je trouve assez intéressant, du moment qu'on s'intéresse un tout petit peu aux paroles de BTS, on se rend compte aussi qu'ils emploient, ils manient, ils jouent avec pas mal de références culturelles très connues, très acceptées pour nos fameux bourgeois élitistes culturellement. Si on regarde leur chanson Si, c'est un hommage au roman 1Q84 de Murakami. T'as des phrases directes du roman qui sont reprises dans la chanson. Si tu regardes leur chanson Magic Shop, c'est un hommage au livre de James R. Doty, Into the Magic Shop. Alors, je dis tout ça évidemment pour flex, pour montrer que j'ai bien fait mes devoirs, mais je dis ça aussi en sachant qu'on peut aimer BTS sans connaître tout ça. Mais la petite piste que j'essaie de creuser au fur et à mesure, c'est que je trouve que pour les mépriser, il faudrait peut-être avoir conscience
de tout ce qu'il manipule, de références philosophiques, littéraires, politiques et sociologiques très complexes. Pour moi, c'est même là qu'on réalise que la critique qui consisterait à dire que c'est vide, c'est vraiment purement industriel et marketing, ne tient absolument pas. Mais je vais continuer. Pourquoi elle est aussi forte parmi les détracteurs de BTS, cette critique ? En Occident, on adore un peu cette image du génie solitaire, le gars, la fille un peu perché dans sa tour, qui regarderait la lune un soir sur 3 et qui, bercé et encouragé par toutes les muses du cosmos, se mettrait à pondre des poésies à ne plus savoir qu'en faire et qui, de préférence, aurait un destin tragique. Face à ça, on a la K-pop qui, en vrai, arrive totalement en opposition, en avec ce modèle. On a des trainees super entraînés qui pratiquent des chorégraphies, on a des gros producteurs, on a quelque chose de collectif aussi qui vient souvent. On a une professionnalisation à l'extrême, et pourtant c'est pas du tout vide de sens. Du coup, quittons BTS pour basculer sur une autre thématique, la gentrification masculine du goût, avec Harry Styles. Quand Harry Styles va quitter les One Direction, la perception que le public a de lui va changer assez rapidement. Et ce qui va nous intéresser, c'est de comprendre pourquoi, pour comprendre cette affaire de gentrification masculine du goût. En fait, dès la sortie finalement de son premier single, Sign of the Times, Sign of the Times and I will be alright, welcome to the naked. Voilà, un truc comme ça. Et vraiment, je pense que c'est encore une fois très très ressemblant. Avec moi, on est toujours sur une imitation de qualité, sosie vocale de toutes vos stars depuis 1993. C'est un peu ça mon slogan. Donc bref, depuis son premier single, donc Sign of the Times, que je viens de chanter, Harry Styles y cite immédiatement comme influence David Bowie pour les textures, Pink Floyd pour l'atmosphère, il nous dit Elton John pour les mélodies. En gros, on peut se dire qu'il déclare un peu publiquement voici mes influences, c'est pas One Direction comme vous pouvez l'entendre, c'est vraiment le panthéon du rock. Je m'inscris dans une tradition musculine, j'allais dire, la fille obsédée, une tradition musicale reconnue et estimée. Je suis leur héritier à eux. Et là, bizarrement, ou pas bizarrement, il y a des hommes qui vont se mettre peut-être un peu plus à l'écouter, ou à dire qu'ils l'écoutent. On a des critiques qui vont parler d'un son plus mûr, plus sérieux, soft rock, pop adulte, enfin voilà. On va avoir Harry qui va faire la couverture de magazines comme Rolling Stone en avril 2017, qui est un rituel de légitimation dans la presse musicale finalement. Donc là on est sur un magazine assez reconnu. Puis du coup notre petit Harry Styles il va continuer sa carrière avec Fine Line comme deuxième album solo, puis Harry's House en 2022 comme troisième album solo. Il va avoir un Grammy Award comme album de l'année. Ah, c'est incroyable, il est reconnu par toute la profession. Il est célébré finalement, on reconnaît que ses œuvres elles sont cohérentes, elles sont ambitieuses, elles sont introspectives et en fait c'est une image qui va du coup être très loin du mépris attaché à la pop ado à ce qu'il avait comme image peut-être dans One Direction. Bon, j'entends mes contradicteurs et mes contradictrices dire mais dis donc, t'as un peu de mauvaise foi, il me semble que quand il a gagné son award, sa récompense pour Harry's House, il a été hué dans le public, donc tu vois bien que les gens, il y a quand même une rancune tenace. Moi, je vous réponds immédiatement. Déjà, c'est pas la question, ok ? On n'interrompt pas le propos, on n'interrompt pas le CM du professeur comme ça. Non, je vais dire que je m'en souviens bien, c'est juste un peu plus complexe que ça. C'est clairement aussi une revendication de fans de Beyoncé parce qu'elle avait encore une fois pas gagné l'album de l'année. Quand une autre personne que Beyoncé recevait l'album de l'année, il y avait des grincements de dents et des contestations. Notamment parce que beaucoup de gens estimaient qu'au vu de sa carrière, elle aurait dû recevoir un Grammy pour meilleur album de l'année depuis longtemps, ce qui n'était pas le cas. Et du coup, pour info, elle a bien reçu un album de l'année Beyoncé finalement avec Cowboy Carter cette année, en 2025. Et ce qui va être intéressant pour Harry, et c'est là finalement que la sociologie elle va arriver pour expliquer le phénomène, parce que ce phénomène existe et c'est pas moi qui l'invente. Dans les sciences sociales, on connaît assez bien ce mécanisme. Quand un style culturel qui avait été plébiscité par une fandom féminine potentiellement, par la teen culture, quand un style culturel très populaire gagne en respectabilité, quand il est repris, quand il est validé, consommé
par des groupes socialement dominants. Typiquement, si François Bunel, si Télérama, si le Masque ou la Plume, si le Nouvel Obs, vous voyez, disaient « Oh, mais ce Harry Styles est formidable !» Et ben, c'est à partir de ce moment-là qu'on aurait un vrai impact, beaucoup plus finalement que quand 1 million de fans disaient que Harry Styles était formidable. C'est ça la gentrification masculine du goût, c'est ça quand... c'est ça la domination culturelle dont on parle, c'est ça ce côté prescriptif de goût que peut avoir cette forme d'élite très masculine dans les faits. Pour Harry Styles, j'ai l'impression que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Il est passé de chanteur grosso modo pour ado hystérique, c'est nous les ados hystériques, à héritier du rock anglais. En vrai, si on devait faire une conclusion un peu glauque de cette partie, on dirait, en vrai, gardez en tête que vos arguments, ils seront toujours plus légitimes si un homme les valide. Voilà. Mais je suis pas là pour vous déprimer, surtout que je vais pas vous passer du BTS pour être vos gilets pare-balles. Donc on va continuer. En fait, plus je travaillais là-dessus, plus je me documentais là-dessus, plus le seum, la colère et la rage montaient en moi. À tel point que, en marmonnant un peu dans ma barbe, en prenant des notes pour cette vidéo, je me disais « Oui, mais de quoi ils ont peur en fait, pourquoi ils sont contre nous, les femmes ?» Et en fait, je pense que tout se joue là-dedans. En fait, il y a vraiment une vraie peur. Une peur de quoi? Une peur du groupe organisé, une peur de la foule. C'est qu'être fan d'un jeu, d'un livre, d'un chanteur, ça peut changer le monde. Moi, je pense que oui, j'ai fait mon grand oral de Sciences Po sur l'engagement politique des fandoms et je suis fan des fans. En fait, la plupart des gens se rendent pas compte d'à quel point les fandoms sont engagés politiquement. On pense que les fans de BTS sont des petites meufs hystériques et tout, c'est vrai. Mais on a aussi doublé en 24 heures la donation d'1 million de dollars de BTS au mouvement Black Lives Matter. La réalité, c'est qu'un fandom, c'est déjà un peu une communauté politique, au sens où c'est une communauté qui est souvent super bien structurée, super bien organisée, avec des gros comptes qui peuvent donner des directives aux autres fans. Si on est capable de s'organiser pour qu'un artiste stream ou que des modifications soient faites dans un jeu ou qu'une série soit renouvelée, en fait ça veut dire qu'on a déjà la structure organisationnelle pour pouvoir lutter pour d'autres causes. Cet activisme, finalement, ce militantisme même des fans, il dépasse souvent les stars qui disent des fois pas grand-chose, mais les fans, entre elles, ont décidé que cet artiste incarnait un certain nombre de valeurs et qu'autour de ces valeurs, elles se cimentent et elles se lancent elles-mêmes, les fandoms, dans des actions. Et avec Taylor, par exemple, on a des exemples sur ses masters. On lui a volé les droits de chansons qu'elle a écrites elle-même, qu'elle a interprétées, qu'elle a composées souvent elle-même. I've always wanted to own my own music. You probably don't know this, but most of your favorite artists do not own their work. I made it very clear that I wanted to be able to buy my music. That opportunity was not given to me. My first 6 albums were actually sold away from me, and it was sold to somebody else. And so how did you find out? I found out when it was online, like when it hit the news. You didn't smell it. No. And so les fans, quand ils ont réalisé ça, ils sont mis à boycotter des albums entiers de Taylor Swift parce qu'ils savaient qu'elle n'avait pas les droits. Donc il y avait un mouvement chez les Swifties qui disait cette chanson Taylor, elle n'a pas les droits, il ne faut pas l'écouter. Et Taylor, pendant des années, du coup, elle s'est mise à réécrire ses albums, à les rééditer, à les réenregistrer, et les fans n'écoutaient que ces albums-là, parce qu'ils étaient certains que Taylor avait les droits. Et là, si elle a pu racheter typiquement ses masters, si elle a pu récupérer tous ses droits musicaux, c'est parce que ses fans, ils ont fait pression aussi d'un point de vue économique pendant des années en faveur de Taylor. D'autres exemples, par exemple, de la fandom de Taylor Swift, un peu plus, on pourra dire, désintéressés, ils ont déjà lancé des GoFundMe aux États-Unis pour financer des frais médicaux pour certaines jeunes fans qui pouvaient être malades, des choses comme ça, sans que Taylor en ait parlé. Il y a vraiment ça dans toutes les fandoms. Dans le livre, Sophie Bénard, elle a parlé d'un phénomène, moi que je connaissais pas du tout, qui était le Rainbow Direction. Et donc, typiquement, les Rainbow Direction, ils ont lancé des actions, des petits happenings à chaque fois qu'il y avait des concerts des One Direction. Maintenant, d'ailleurs, c'est fait assez souvent en concert, mais de créer des petits événements. Donc, ça pouvait être typiquement que tout le monde, à tel moment, dise des drapeaux. Et c'était une question aussi de représentativité, de dire on est là, c'est OK pour nous d'être là. Il y a plein de gens comme toi qui sont là, potentiellement dans ce concert, et c'est une safe place, et c'est OK, et c'est bien, et tu as le droit d'être là toi aussi, quoi. Et à force de voir ça, les membres du groupe ont fini par comprendre ce qui se passait, et ils sont mis eux-mêmes à agiter des drapeaux de la communauté LGBTQIA+, sur scène.
Pour moi, c'est ça qui peut faire peur dans les fandoms, et c'est ce qu'on voit souvent en manifestation. Ce qui fait peur, c'est le côté groupe, une potentielle force politique qui se réunit sous un certain nombre de valeurs pour, parfois, contester un ordre établi. Et pour finir, pour une fois, je vais pas faire une conclusion longue où je redis ce que je dis. Je vais juste passer un petit morceau de Taylor que j'aime beaucoup, parce qu'elle dit dans cette chanson « Qui a peur de la petite moi ?» Elle le répète plusieurs fois en disant « Voilà tout le mal qu'on m'a fait. » Mais qui a peur, et à la fin, elle dit bah, « Peut-être que vous avez raison d'avoir peur. » Et c'est comme ça. J'ai envie de conclure de façon un peu revancharde. Là, le ciel est gris, je suis de mauvaise humeur. On va finir en menace. Don't you worry, folks, we take out all the teeth.